Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Moinet, je suis la coordinatrice du Biocivam de l'Aude, qui est une association d'agriculteurs bio, dans le département de l'Aude, et c'est avec plaisir que je vous accueille pour ce webinaire. Donc comme vous l'aurez compris dans les annonces, c'est le webinaire, de présentation des résultats du projet Gluten, mythe ou réalité. C'est un projet de recherche participative, qui a été mené depuis plusieurs années, de manière, à la fois pluridisciplinaire au niveau de l'INRA, mais aussi avec de nombreux professionnels, à la fois paysans, transformateurs, et consommateurs qui ont, participé autour de ce projet. Donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette présentation, sachant que là, nous allons nous centrer plus sur la filière blé dur, avec la production, de pâtes, et on va un peu présenter plus les résultats spécifiques au blé dur et aux pâtes. Donc on va aussi vous rappeler que donc la session est enregistrée, ce qui va nous permettre de mettre, en replay, sur une chaîne associée à l'INRAE et au Biocivam de l'Aude ces webinaires, celui-ci, mais aussi les 2 suivants. Celui sur le grand public, pour le grand public, qui reprendra de manière un peu plus synthétique l'ensemble des résultats à la fois sur, pâtes, mais sur pain aussi, et qui ira beaucoup plus dans le détail des des analyses, sociologiques et des études sociologiques qui ont pu avoir lieu, autour de l'hypersensibilité. Et lundi après-midi, il y aura, en fin d'après-midi, un webinaire plus spécifique sur le blé tendre et sur le pain. Donc, tout ça pour vous dire, donc il y aura des replays qui seront disponibles une fois que ce sera terminé, et nous, c'est pour ça que nous enregistrons. Il y a les questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il va y avoir 2 moments pour pouvoir, faire part, des questions, aux personnes, qui nous présentent les résultats. Et voilà, il y aura pas de parole en direct, c'est moi qui me reporterai vos questions. Par contre, on organisera aussi par la suite, peut-être des séances d'échange, questions-réponses en fonction des besoins qui ressortiront de ces rencontres-là. Et ensuite, vous informez, voilà, les intervenants que nous allons, avoir aujourd'hui. Il y aura, Grégory Ackermann de l'INRAE, du département innovation, qui nous présentera les faits acteurs, les enquêtes sociologiques qu'il y a eu dans le projet. Et ensuite, ce sera, Dominique Desclos, de l'unité, Diascope, et Marie-Françoise Sanson de l'unité IAT, qui, présenteront les analyses, biochimiques et les résultats qu'il y a eu, sur les pâtes. Voilà, alors en quelques mots, si on pouvait passer à la diapositive suivante. Alors, je ne sais pas, pour passer à la diapositive suivante, Dominique? Ça y est, c'est passé et ça a l'air de fonctionner sur, l'écran qu'on a nous. Ah Donc bon, ça eh fonctionne bah, pas je sais cette que ça fois. fonctionne pas sur le mien, mais c'est pas grave parce Mais que il faut je demander, non, l'ai. non, il faut demander quand même aux autres. Grégory, tu as eu un Oui, changement de diapo? je confirme, ça change de diapo, il n'y a pas de souci. Là, on est sur la OK. diapo, un projet de recherche participative. Bon, mais c'est pas grave. Moi, ça a pas changé, mais je me reconnecterai par la suite, mais je l'ai sous les yeux, en toute manière en fixe sur mon ordinateur, donc il y a pas de problème. Donc c'était pour vous dire qu'à l'origine de ce constat, il y a quand même, l'importance en fait, du nombre de personnes qui se déclarent hypersensibles au gluten. Donc c'est vrai que les chiffres, bien qu'approximatifs, tournent autour de 10 de la population française. Et il y avait, des personnes, en fait, des clients, des consommateurs, qui, avaient l'habitude d'acheter du pain, en fait, chez des paysans boulangers, que du Biocivam, nous pouvons connaître, qui pouvaient être adhérents à notre association, et ces personnes se disaient, hypersensibles, mais ne ressentaient moins de symptômes ou pas de symptômes lorsqu'elles consommaient justement le pain, produit, par ces paysans boulangers. Et ces paysans pastiers, dans le cadre, excusez-moi, du webinaire
qui nous occupe là maintenant. Et donc c'est un petit peu ce constat de départ qui a fait que, un groupe d'artisans et de paysans autour du Biocivam de l'Aude a sollicité il y a, 8 ans, les équipes de l'INRAE en disant: «Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des données, des explications un petit peu plus, précises pour savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer quelque chose par rapport, au pain qu'on produit et si oui, pourquoi? Et sinon, ben, autant ne rien dire, par rapport à ça et donc c'est un peu ce qui a initié, c'est cette première re demande qui a initié ce projet, qui a réussi à bénéficier en fait, du soutien, au départ de la Fondation de France, qui a été ensuite, on a réussi à avoir un cofinancement de la région Occitanie et dernièrement de l'Union européenne grâce au fonds FEADER pour pouvoir diffuser les résultats. Et depuis maintenant 7 ans, en fait, on a une équipe rapprochée qui rejoint qui rassemble environ une quinzaine de d'agriculteurs, de transformateurs. Est-ce que vous pourriez me remettre la diapo avec les chiffres, si c'était possible? Parce que celle-là, je l'ai pas sous les yeux. Heu, c'est-à-dire qu'effectivement donc on a une quinzaine d'agriculteurs, il y a une dizaine de chercheurs, sur des disciplines, très très différentes. Ça a été vraiment un travail de longue haleine, parce qu'il y a près de il y a des échantillons qui ont été faits, chez les transformateurs, il y a eu 16 13 oui, 14 ou 15, sessions, chez de transformateurs, 13 chez les agriculteurs, 4 en laboratoire. Il y a eu, des tonnes, des kilos de grains, 8 500 grains qui ont été produits à Mougio. Il y a eu 235 pains, de pains analysés avec leurs répétitions, 62, lots de pâtes analysés avec leurs, répétitions. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont répondu à des enquêtes, un questionnaire quantitatif, sur l'hypersensibilité. Il y a, 38, personnes qui ont répondu à des enquêtes qualitatives. Donc en fait, on est sur vraiment un projet qui tout au long de 7 ans a mobilisé énormément de personnes et énormément de données vu que finalement, beh, c'est, plus de 13 000 données qui ont été analysées et qui permettent d'arriver à ces résultats-là et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous dans l'heure et demie qui arrive, de la manière la plus synthétique, possible, malgré tout ce qu'il y a eu, derrière. Donc je vais laisser la parole à Grégory qui va pouvoir, continuer après sur, nous présenter très, très succinctement, la partie, sur les analyses, les différentes enquêtes, sociologiques. Alors Grégory Ackermann, Oui, à ton c'est bon. tour. Merci, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Grégory Ackermann, je suis sociologue et chercheur à l'INRAE de Montpellier dans l'UMR Innovation. Donc, j'ai mené cette étude avec Paul Querquetin, qui était stagiaire à l'époque, mais qui est aujourd'hui doctorant à l'Université de Toulouse. Donc, il a continué après cette étude sur d'autres chemins, mais toujours dans la sociologie. Et donc, on a vraiment pris cette question voilà, tous les deux. Et donc, on a été chargé justement d'étudier les motivations et les pratiques d'éviction et aussi de consommation des personnes qui se déclaraient sensibles au gluten sans être atteintes pour autant de la maladie de cœliaque. Donc, donc au moyen de deux, on a utilisé deux moyens différents pour essayer d'approcher justement ces motivations, ces pratiques. Donc, une étude par questionnaire. Donc, on a contacté 500 personnes, mais en fait, on a eu 324 réponses, donc un petit peu moins que ce qu'avait dit Christelle. Mais ces 324 réponses, ça nous a donné quand même une belle image voilà, de qui sont ces personnes qui se déclarent sensibles au gluten. Et puis ensuite, on a complété cette étude quantitative par une étude qualitative où on a fait donc 38 entretiens approfondis, hein, des entretiens de 1 heure et demie, 2 heures avec ces personnes sensibles pour comprendre quelles étaient leurs trajectoires, comment finalement ils étaient arrivés à exclure le gluten de leur alimentation et puis à revenir vers certains types de produits céréaliers qu'ils considéraient comme plus digestes et quelles avaient été toutes les étapes
qui les avait conduits d'une part à, voilà, à retirer des produits céréaliers de leur alimentation et puis ensuite à se tourner vers d'autres types de produits. Donc, je vais vraiment vous présenter les résultats voilà, en 2 planches parce qu'on a 5 minutes pour parler de ça. Mais par contre, cet après-midi, en fin d'après-midi, on va revenir sur cette idée, je veux dire, sur cette enquête sociologique. Donc, on aura beaucoup plus de temps pour présenter les résultats. Donc là, vraiment, les principaux résultats, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment que ça soit du côté du questionnaire quantitatif ou bien des 38 entretiens, on est vraiment sur une population qui sont vraiment préoccupés par des problèmes de santé, mais de santé qui sont non pas de la santé préventive, hein, comme certains peuvent manger bio pour essayer de prévenir, de rester en bonne santé. Mais là, on était plutôt sur une logique vraiment curative, c'est-à-dire essayer de résoudre des problèmes de santé immédiats qui étaient là même parfois depuis plusieurs années. Donc, on est vraiment sur cette problématique de la santé et on n'est pas sur une problématique de voilà, je voudrais consommer différemment, je voudrais tester des nouvelles choses, ou je voudrais essayer d'être voilà, dans des formes de consommation un peu innovantes, un peu nouvelles. Voilà. Donc, on n'est pas sur des consommations qu'on peut repérer voilà, dans d'autres populations qui sont plus liées à ce qu'on peut appeler à des effets de mode ou ce qu'on peut appeler aussi voilà, des envies comme ça de se distinguer ou des sentiments ou d'avoir une appartenance comme ça identitaire collective à un groupe de consommateurs. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on n'est pas tombé sur cette population aussi parce que vraiment, on a cherché à comprendre des personnes qui se disaient sensibles, qui disaient qu'ils étaient sensibles au gluten. Effectivement, du coup, on est tombé sur une population de personnes qui sont vraiment dans des préoccupations autour de la santé. On aurait pu élargir cet échantillon et du coup, peut-être trouver aussi d'autres personnes qui sont dans d'autres logiques de consommation. Mais voilà, ce que je voulais bien vous rappeler, c'est que les personnes qui se sentent sensibles au gluten sont vraiment des personnes qui ont vécu des trajectoires autour des symptômes qui sont assez importants. Et puis sur la planche juste d'après, un peu pour aussi ouvrir et puis prendre un peu voilà, qu'est-ce que finalement cette étude elle nous a montré? Elle nous a montré finalement que toutes ces trajectoires qu'on a analysées, elles étaient assez individuelles. On voyait des gens un peu seuls qui ne trouvaient pas d'appui collectif, qui étaient plutôt dans des relations 2 à 2, que ce soit avec les médecins, que ce soit avec ensuite des amis, de la famille ou bien certains vendeurs, des lieux de vente, puis à la fin de leur trajectoire, des producteurs qui pouvaient les amener parfois sur de nouveaux produits. Et donc, on voit que finalement, il y a une absence de collectif et qui est aussi liée à une absence de savoir institué, de savoir qui puisse être vraiment vérifié. Ces savoirs, on sent qu'ils se diffusent à la fois par les relations personnelles, par le bouche à oreille. On voit des conseils d'arrêter le gluten. On voit des gens qui entendent parler des variétés anciennes de blé ou du potentiel de meilleure qualité des produits quand des levains sont utilisés ou quand des moulins à meule de pierre sont utilisés, etc. Mais disons que c'est très diffus, c'est flou. On a souvent du mal à obtenir les sources de ces informations et puis on a du mal à trouver des informations qui soient vraiment voilà, qui soient des informations qui soient certaines, quoi, disons, en tout cas vérifiées par moins des méthodes scientifiques. Alors, c'est aussi l'objectif de ces travaux autour du projet Gluten, mythe et réalité. Du coup, de pouvoir voilà, construire un petit peu, mettre une brique supplémentaire pour solidifier ce savoir. Mais du coup, voilà, on est aussi dans des trajectoires où, du coup, il y a une disjonction entre une phase où les personnes vont se détacher petit à petit du gluten ou bien s'en détacher d'un coup quand ils se rendent compte que c'est en arrêtant le gluten qu'ils arrêtent d'avoir des symptômes. Et finalement, du coup, il y a des phases d'arrêt de consommation du gluten pendant de longs mois, voire de longues années, ce qui fait qu'ensuite, ils ont du mal à reconstruire une consommation vers des produits de qualité, même si ils savent et ils ont ressenti que ces produits étaient bénéfiques, ils étaient plus assimilables pour eux, plus digestes. Donc, du fait qu'il y ait comme ça deux étapes assez éloignées l'une de l'autre,
on sent que même les personnes qui se remettent à consommer, voilà, ils reconsomment un petit peu, mais ça reste des consommations qui sont assez faibles finalement, en quantité assez faible. Et puis du coup, cette absence de collectif, c'est aussi que finalement, il n'y a pas de collectif de malades ou de personnes sensibles qui portent comme ça une voix. On sent que chacun fait les choses un peu dans son coin. Et puis, j'ai le sentiment que c'est aussi de l'autre côté, finalement, du côté des producteurs ou de la recherche, on a du mal aussi à créer des collectifs comme ça qui puissent porter un discours un petit peu clair sur la qualité de ces produits. Et j'espère que ce projet va pouvoir comme ça initier une construction un peu plus solide autour de ces savoirs et puis de ce collectif. Voilà, merci. Merci Grégory. Est-ce qu'il y aurait quelques questions que vous souhaiteriez échanger? Là, on a 2 minutes ou 5 minutes. S'il y a des questions plus spécifiques sur cette partie de cette enquête. Alors, Madame Jolivet, oui, vous nous dites que vous représentez l'AFDIAC, vous êtes présidente de l'AFDIAC. Et vous réunissez aussi les personnes qui sont sensibles au gluten, pas que les personnes cœliaques. Donc, petite précision. Oui, mais tout à fait. Mais c'est vrai que l'AFDIAC, par exemple, est très peu cité dans les entretiens, quoi, même pas du tout, disons-le, et puis y compris dans les ressources qui sont citées, c'est pas forcément un acteur qui est repéré comme étant vraiment porteur de ce problème-là. L'AFDIAC est plutôt repéré comme un acteur qui va porter le discours des malades de la maladie cœliaque. N'hésitez pas. Alors, il y aura à nouveau un temps en fait de questions-réponses, mais comme on va partir sur des sujets qui sont un petit peu différents, s'il y avait encore là une ou deux questions que vous auriez voulu poser à Grégory. Bon. Eh bien, s'il n'y en a pas, on va passer. Je vais laisser la parole à Dominique Desclos et Marie-Françoise Sanson. Et puis, on pourra revenir si vous avez des questions qui vous viennent. De toute manière, moi, je les note là dans le fil et puis je les synthétiserai pour la partie questions-réponses par la suite. À votre tour. Ouais. Bonjour, je suis Marie-Françoise Sanson, je suis ingénieure à INRAE Montpellier et je vais vous parler maintenant des objectifs du projet et ce que nous avons fait sur le blé dur et les pâtes alimentaires. Le projet est centré sur les protéines du gluten et on se proposait d'étudier l'impact de différents facteurs sur la digestibilité des protéines du gluten. Les facteurs étudiés dans le cadre de cette étude sont la variété. On a regardé comment se comportaient des variétés anciennes ou locales utilisées par les paysans pastiers en comparaison avec des variétés recommandées par les industriels de la filière pâtes alimentaires. On s'est intéressé aussi au type de transformation. D'abord, la première transformation avec une comparaison entre meule de pierre et mouture sur cylindre. Et enfin, on a comparé 2 types de transformation, un type artisanal. On a regardé ce qui se faisait chez les différents paysans pastiers et on l'a comparé à un type industriel qui est pas tout à fait le type industriel comme ça se fait chez les industriels, mais c'est plutôt un type industriel adapté au laboratoire. Notre approche a été de se poser la question, est-ce que la digestibilité des protéines peut être reliée à la quantité et à la composition en protéines des blés, à la quantité et à la composition en protéines du gluten, et est-ce que la structure du gluten dans les pâtes cuites peut avoir un impact sur la digestibilité. On s'est intéressé donc à la composition en protéines des variétés, au degré de dénaturation, plutôt d'insolubilisation des protéines du gluten à la suite des procédés de transformation et à la suite du procédé de cuisson, puisque les pâtes alimentaires sont consommées cuites par les consommateurs. Et la digestibilité a été mesurée par un taux de protéolyse in vitro que l'on a réalisé au laboratoire. Donc, les protéines des pâtes alimentaires, quelles sont-elles et comment y accéder?
Donc, si on part d'un grain de blé ou d'un grain d'orge ou de seigle, les espèces qui contiennent du gluten, le grain est composé en gros de 3 compartiments, les enveloppes qu'on appelle aussi les sons, le germe, et la majeure partie du grain est constituée par l'albumène amylacé. Si on va un peu plus en détail et qu'on regarde les cellules de l'albumène amylacé, on voit qu'elles sont constituées majoritairement d'amidon à plus de 70%, et que ces cellules renferment aussi des protéines. Chez un blé dur, cette teneur en protéines est relativement élevée. On est aux alentours de 12%. On peut monter jusqu'à plus que ça, aux alentours de 16-17% pour certaines variétés. Les protéines qui sont contenues dans l'albumène amylacé sont réparties en différentes familles. On a des protéines qui sont dites cytoplasmiques, structurales ou encore métaboliques, parce que parmi ces protéines, on retrouve beaucoup d'enzymes. Ces protéines représentent environ 20% des protéines totales du grain. Et parmi elles, on retrouve des protéines que l'on nomme des albumines et des globulines. On a 2 autres familles de protéines qui, elles, sont rassemblées sous le vocable de protéines de réserve et qui représentent en gros 80% des protéines du grain. On a d'une part des gliadines et d'autre part des gluténines. Les gliadines sont sous forme monomérique, tandis que les gluténines dans le grain sont associées par des liaisons que j'ai représentées en pointillés sous forme d'agrégats que l'on appelle aussi des polymères. Ces protéines de réserve sont aussi les protéines qui vont constituer le gluten. Et elles vont conférer à ce gluten ses propriétés technologiques d'extensibilité, de fermeté, de ténacité ou d'élasticité. Le gluten, comment on l'obtient? À partir des protéines qui sont dans le grain. Donc, sur cette diapositive, on repart du grain avec ces différentes protéines, albumine, globuline, gliadine, gluténine. Comment, à partir notamment des gliadines et des gluténines, on obtient du gluten? Eh bien, pour cela, il faut de l'eau et de l'énergie. On va former une pâte et créer ce réseau viscoélastique qui va être obtenu par un réarrangement des protéines de réserve. Les gluténines vont se déplier, former un réseau qui va être stabilisé par des liaisons, et les gluténines vont participer à ce réseau. Et ce réseau, si on applique un traitement thermique, notamment au cours du séchage des pâtes alimentaires et puis après de la cuisson, ce réseau va se rigidifier. De nouvelles liaisons vont se créer, en particulier des liaisons disulfure que j'ai représentées en rouge et qui vont se traduire par une insolubilisation des protéines. Et ce degré de dénaturation va être corrélé à un degré d'insolubilisation des protéines. Donc, pour en revenir aux pathologies liées aux céréales et aux protéines et aux composants des grains, les gliadines et les gluténines sont impliquées dans la maladie cœliaque. Ce sont des portions de ces gliadines et de ces gluténines qui vont provoquer des réactions adverses, notamment une atrophie des villosités intestinales chez les gens qui sont malades, qui ont la maladie cœliaque. Et cette atrophie des villosités intestinales se traduit par des troubles digestifs, mais aussi et surtout par une malabsorption des nutriments et des troubles du développement. Les gliadines sont impliquées dans les allergies, notamment les oméga-gliadines, et certaines albumine-globulines sont aussi impliquées dans des phénomènes d'allergie chez les gens qui sont sensibles aux céréales. Si on se penche sur la sensibilité non cœliaque aux céréales, on ne sait pas si ces protéines ont un rôle dans la maladie. Donc, c'est possible ou pas. Les gliadines, les gluténines pourraient être potentiellement impliquées, mais aussi certaines albumines globulines, comme des inhibiteurs d'enzymes et des agglutinines venant des germes. D'autres composés ont été mis en cause dans la littérature,
d'autres composés du grain de blé, comme des sucres fermentés cibles, qu'on appelle aussi les FODMAPs. Les protéines, comment les quantifier? C'est ce que je vais vous expliquer pour pouvoir comprendre la suite de l'exposé. Donc, on est parti de pâtes cuites à leur temps optimal de cuisson. Ces pâtes ont été lyophilisées puis broyées. On connaît la teneur en protéines totale de ces pâtes. Donc, un échantillon de broyat est mis en contact avec un détergent qui va permettre de rompre les liaisons qui sont en pointillés. Après une étape d'agitation et de centrifugation, on obtient des protéines solubles dans le SDS. Le SDS est le détergent qui permet de rompre ces liaisons plutôt faibles. Et on a donc une série de protéines qui sont qualifiées de facilement extractibles. On a un certain nombre de protéines, notamment celles qui sont liées très fortement par des liaisons disulfures, qui ne vont pas être extraites lors de cette première extraction. Et pour cela, pour les atteindre, on va utiliser un solvant contenant un réducteur de ponts disulfure et des ultrasons. Donc, après une étape d'extraction avec ce solvant plus les ultrasons, on obtient un nouvel extrait qui contient les protéines solubles avec le réducteur, qu'on va qualifier de moins facilement extractibles. Et enfin, si l'on somme ces protéines facilement solubles plus celles qui sont moyennement solubles et que l'on compare à la teneur en protéines totale de départ, on obtient une valeur de protéines non extraites que l'on représente avec le petit flacon rouge. Par la suite, on reprendra ces trois petits flacons et ces codes couleurs vert pour les protéines facilement solubles, orange pour les protéines solubles avec réducteur et rouge pour les protéines non extraites. Donc, voici un premier résultat où l'on a comparé des pâtes issues collectées chez des paysans et des artisans. On les a comparées avec des pâtes de type industriel et on a fait donc cette procédure d'extraction. Et on s'aperçoit que lorsqu'on compare donc ces sets un petit peu importants de pâtes, la proportion de protéines aisément extractibles est significativement plus importante chez les pâtes issues des paysans et artisans. Et à l'inverse, donc, le taux de protéines difficilement extractibles est plus important chez les pâtes de type industriel. On a mesuré la digestibilité d'un certain nombre de pâtes, pas toutes ces pâtes-là, mais on a repris des pâtes provenant de paysans, d'artisans et d'industriels, et on a appliqué on a fait une manip de protéolyse in vitro. Donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau digestif, au niveau de l'estomac, on a l'enzyme principale qui intervient est la pepsine. Et au niveau intestinal, on a une série d'enzymes qui vont intervenir, notamment on va avoir un apport d'enzymes venant du pancréas. Au niveau du laboratoire, on a choisi d'avoir un dispositif beaucoup plus simple pour pouvoir analyser toute la somme d'échantillons que l'on a générés au cours de ce projet. Et les pâtes lyophilisées broyées ont été mis en contact avec le cocktail d'enzymes incubé à 37 degrés. Et on a regardé à la fin de l'incubation combien de protéines non hydrolysées on avait encore dans le culot solide après donc l'incubation à 37 degrés. Et on l'a comparé par rapport à la teneur en protéines totale de départ. Et si on revient au même set si on compare des pâtes faites chez des paysans artisans et des pâtes faites chez les industriels, on s'aperçoit que le pourcentage de protéines non protéolysées est beaucoup plus important sur les pâtes de type industriel que sur les pâtes de type paysan ou artisanal. Donc, à partir de ce constat-là, on va essayer de vous montrer quels sont les facteurs importants entre la variété et le procédé.
Je vais laisser maintenant la parole à Dominique qui va vous parler donc en détail de ces paramètres. Bonjour, Dominique Desclos, chercheur à INRAE, et puis co-responsable de ce projet gluten mythe ou réalité avec Christelle Moinet. Donc effectivement, on va voir un petit peu qu'est-ce qui joue, hein, puisque là, on vous a présenté des résultats sur des pâtes qui avaient été achetées chez des artisans et des pâtes plutôt achetées dans les grandes surfaces. On voit qu'il y a des choses qui bougent, qu'on n'a pas le même niveau de solubilisation des protéines, mais finalement, tout est différent entre ces pâtes-là. Et la variété et le process, et dans le process, différentes étapes. Donc, on va essayer de voir tout ça un peu en détail. Donc, on s'est posé la première question, c'est est-ce que finalement, c'est dû aux variétés utilisées? Alors, pourquoi? Parce que les variétés recommandées par l'industrie, là, on a testé dans notre projet un certain nombre de ces variétés qui sont inscrites dans la partie jaune. Et on a également testé des variétés qui sont les plus couramment utilisées par les paysans et certains artisans, qui sont BD17 et la 1823. Nous avons cultivé toutes ces variétés dans un même lieu, qui est à l'INRAE, à la station expérimentale d'INRAE à Moguio. Elles ont ensuite, les grains ont tous été broyés sur meule de pierre, sur un moulin du Tyrol chez un paysan, François Kézergue. Elles ont subi ensuite des étapes d'hydratation, malaxage et d'extrusion, et elles ont été séchées à l'air ambiant. Tout ça a été fait chez François Kézergue, donc artisan pastier, artisan paysan pastier. Ces pâtes ont ensuite été confiées à Marie-Françoise Sanson, qui a fait la cuisson à l'optimum, et elles ont été analysées dans le laboratoire de Marie-Françoise Sanson à l'INRAE Montpellier. Voici les résultats de ces différentes variétés. À gauche, les variétés donc recommandées par l'industrie, à droite, les variétés plutôt utilisées par les paysans. On retrouve nos petits flacons. En vert, les protéines aisément extractibles. Vous vous souvenez, ce sont les protéines qui sont issues de la première extraction avec le premier solvant, SDS. Et en orange, les protéines qui ont nécessité un réducteur supplémentaire pour être extraites. On observe une variabilité de manière indéniable. Vous avez des petites lettres qui sont sous les chiffres. Ces lettres signifient qu'il y a des différences au niveau statistique. Vous repérez par exemple Miradou ici, qui a le plus haut taux de protéines aisément extractibles. Et ensuite, on va le comparer par exemple avec Envergure, qui va lui avoir un taux le plus bas, et ils sont dans des groupes différents au niveau de lettres. On retrouve donc parmi les variétés utilisées par les artisans, une qui a à peu près le même niveau que Miradou, c'est-à-dire des protéines aisément extractibles en assez grand nombre, alors que l'autre, la 1823, a des protéines facilement extractibles du même ordre qu'Envergure. Ce que l'on peut, si on essaye maintenant de faire la moyenne. Donc, d'un côté, on a moyenné toutes les variétés qui étaient à gauche, qui sont celles qui étaient recommandées par l'industrie, et on a moyenné les deux variétés utilisées par les paysans. Bon, vous avez vu qu'il y avait des variabilités dans les groupes, mais lorsqu'on les compare en moyenne, nous n'observons pas de différence. Qu'est-ce qu'on retient de cette première étape sur les variétés? La solubilité des protéines varie bien selon les variétés. On peut donc dire au niveau génétique qu'il y a une variabilité de ce caractère solubilisation des protéines, mais ces résultats ne permettent pas de conclure qu'en moyenne, les variétés utilisées par les paysans auraient des protéines plus facilement extractibles que les variétés recommandées par l'industrie. Ceci dit, vous avez vu qu'on n'est pas sur le même nombre d'échantillons, donc au niveau statistique, il faut faire attention. On a moyenné 2 variétés d'un côté et 6 de l'autre, ou plus 8 de l'autre, pardon. Donc, voilà, bon, à prendre avec des pincettes. Mais on observe que parmi les variétés recommandées, comme parmi les variétés utilisées par les paysans, on va avoir des taux de solubilisation qui peuvent être assez intéressantes.
Au niveau du procédé de transformation, on va maintenant faire un zoom sur… alors, on a fait un zoom sur un grand nombre d'étapes et on n'a pas pu le faire sur l'ensemble des variétés que nous venons de voir. Donc, nous avons choisi 2 variétés. Ici, 2 variétés recommandées par l'industrie et 2 variétés utilisées par les artisans. Toujours produites dans le même lieu la même année, hein, pour éviter tout effet du système de culture. La farine a été réalisée sur meule de pierre au lycée d'Oswil et les pâtes ont été faites de 2 manières différentes, soit au laboratoire INRAE, soit par un artisan à Oswil. Alors, qu'est-ce qui différencie cette fabrication de pâtes? Essentiellement le fait que d'un côté, on a les paramètres qui sont fortement régulés, avec une hydratation qui est tout à fait contrôlée. Ah oui, est-ce que vous voyez que ça… Ah oui, alors attendez. Marie-Françoise me dit que mes diapos ne… D'accord. Moi, je vois les photos qui marchent bien? s'enchaînent. Bon, d'accord. Oui, très bien. Bon. Donc, d'un côté, des paramètres fortement régulés en laboratoire, hein, avec une hydratation très précise qui correspond à l'hydratation de la semoule. Et puis, une durée, une température, tout ça est absolument mesuré très finement et régulé. Et de l'autre côté, chez un artisan, où on a moins ce type d'informations. Et le séchage qui est fait d'une part à très haute température à IAT, au laboratoire, et d'autre part en basse température chez un artisan. Si on regarde ce que ça donne sur ces 4 variétés, ces 4 variétés qui sont travaillées pas à Oswil, donc selon le type que l'on qualifie d'artisanal, on observe effectivement au niveau des protéines aisément extractibles une variation qui va de 27% à 33%. 27% pour Claudio, 33% pour envergure. Si on met ces mêmes 4 variétés, donc on les fait passer dans le système plus industriel, on n'observe plus vraiment de variation entre ces variétés. Elles sont toutes, vous voyez, dans la classe A. Ça veut dire que statistiquement, il n'y a pas de différence entre elles. Et on va entre 19 et 20% de protéines. Donc, par contre, ce qui se voit bien là, c'est la différence entre les 2 types de procédés. Hein, vous voyez que dans un procédé, on est en moyenne autour de 30% et dans l'autre, plutôt en moyenne autour de 20%. Là aussi, qu'est-ce qui génère cette différence? Nous avons sur ces mêmes pâtes regardé la digestibilité in vitro de ces variétés-là. Il ressort là aussi, alors on vous a mis en haut les teneurs en protéines totales globalement de ces pâtes, issues de ces 2 types de process. Donc on voit bien que le process artisanal va générer aussi des teneurs en protéines plus élevées que le process considéré comme industriel, au moins de laboratoire. Des protéines non protéolysées sont plus importantes dans le cas du type industriel. Quelles sont les étapes précises du procédé qui font varier finalement cette solubilité des protéines? Donc là, on n'a retenu que 2 variétés, à qui on a fait subir 2 types de moutures, cylindre et meule, à chacune des variétés. Elles ont ensuite subi 2 modes de pastification, puis 2 modes de séchage, et enfin un seul mode de cuisson. Au total, 16 modalités, 8 par variété. Les 2 variétés qu'on a choisies, donc c'est une recommandée par l'industrie envergure, une utilisée par les artisans, BD17. Lorsqu'on regarde uniquement les protéines aisément extractibles et les protéines non protéolysées, issues du test de digestibilité, on voit que BD17 a un pourcentage de protéines aisément extractibles supérieur à envergure. Ils ne sont pas dans le même groupe, hein, petit a et petit b, donc c'est significativement supérieur. Et ensuite, au niveau du test de digestibilité, des protéines non protéolysées, on a aussi envergure qui a plus de protéines non protéolysées que BD17. Et on s'intéresse maintenant au type de mouture. Hein, ces 2 variétés, on les a envoyées, on a envoyé les grains dans un moulin Buller laboratoire et dans un moulin du Tyrol.
Alors, juste un petit instant pour bien vous faire comprendre ce type de graphique. Nous avons à chaque fois envergure qui est en premier et BD17 qui est en second. Voilà, par ordre alphabétique. On regarde la différence entre par exemple pour la première partie, la teneur en protéines totale obtenue par chacune de ces variétés lorsqu'elles sont sur cylindre et lorsqu'elles sont sur meule de pierre. Et on les compare. Donc c'est l'écart, si vous voulez, entre les teneurs qui sont obtenues soit sur cylindre en haut, soit sur meule de pierre en bas. Quand la barre ou le flacon est en bas, ça veut dire que la valeur est plus importante sur meule de pierre. Quand la barre ou le flacon est en haut, ça veut dire que la valeur, est plus importante sur cylindre. Donc ici, très clairement, et quand il y a une petite étoile, ça veut dire que c'est significatif. Quand il y a écrit MS, ça veut dire que ce n'est pas significatif comme différence. Très clairement là-dessus, les protéines totales sont plus importantes, légèrement plus importantes, on va dire. On a 1%, 1,5% d'écart lorsqu'on est sur meule de pierre. Bon, c'est un résultat qui est quand même connu. On sait que la meule de pierre va éliminer moins de protéines, va notamment garder beaucoup plus ce qui est les protéines qui sont au niveau du son que le moulin cylindre. Au niveau des protéines aisément extractibles, on voit qu'elles sont plus importantes aussi côté meule de pierre, alors que, bien sûr, les protéines difficilement extractibles, en bas de conséquence, je dirais, sont plus importantes côté cylindre. Les résidus, ces fameuses protéines non extractibles du tout, on les a retrouvées quand même de manière plus importante côté meule de pierre. Et enfin, au niveau du test de digestibilité in vitro, pour une variété qui est donc BD17, on a une différence significative et on a plus de protéines non protéolysées côté cylindre. Pour envergure, il n'y a pas de différence significative. En bas, c'est si on prend la moyenne des deux variétés, on voit que tous les facteurs là deviennent significatifs. Donc, ces grains, ces farines ont été ensuite pastifiées selon deux modes. Donc, on retrouve le mode de pastification de laboratoire Hayat, qui est extrêmement bien normé et contrôlé, et un mode de pastification qui a été fait chez un artisan, un paysan pastier. Lorsque l'on compare ces deux modes ici, cette condition régulée qui va être là-haut et la condition non régulée qui est faite dans l'atelier du paysan pastier en bas, on observe que les protéines aisément extractibles se retrouvent de manière majoritaire dans les pâtes dites artisanales. Les protéines difficilement extractibles et les protéines non extractibles, de même que les protéines non protéolysées, sont tout au moins pour BD17 significativement plus importantes lorsqu'on est en condition de laboratoire. Il n'y a pas de différence significative lorsqu'on s'intéresse à la variété envergure. On a étudié maintenant, comparé deux modes de séchage. Basse température et très haute température. Très haute température, c'est en labo. Séchage 5 heures à 90 degrés. Basse température, on était là à 8 heures à 50 degrés. Quel est l'impact sur la solubilité des protéines des pâtes? On observe que les protéines aisément extractibles sont plus importantes du côté basse température et de manière très significative pour les deux variétés. Les protéines difficilement extractibles, les non extractibles sont… alors, pour les non extractibles, il n'y a pas de différence. Pour les difficilement extractibles, il y en a un peu plus statistiquement pour la variété BD17 lorsqu'on est en très haute température. Et enfin, on n'a pas observé de différence significative sur les protéines non protéolysées. Que retenir? Bon, un peu compliqué de vous livrer tout ça en si peu de temps. Donc, ces schémas-là montrent que, globalement, on va reprendre vite. On voit qu'il y a des choses qui sont significatives, des choses qui le sont moins, mais on n'arrive pas à voir, finalement, dans ce type de tableau, quelle est l'importance d'un facteur par rapport à un autre. Donc,
Des études complémentaires nous ont permis de voir ça de plus près. On reprend ici notre teneur en protéines totale et on regarde si elle est majoritairement due, les différences qu'on observe entre les variétés, les différences qu'on observe sur les différents tableaux, est-ce que c'est essentiellement dû à la variété, à la mouture, à la mise en forme ou au séchage? Les protéines totales sont majoritairement dues à la variété. Ça aussi, c'est un résultat qui est connu. Voilà. On va dire que le procédé influe très peu sur la quantité de protéines totales des pâtes. Les protéines aisément extractibles sont pour un tiers de leur variation liée à la variété, pour un autre tiers de leur variation liée à la mise en forme, et enfin le dernier tiers se partage entre mouture et séchage. La mouture influe majoritairement sur les protéines difficilement extractibles. On est quasi à 60% d'influence de la mouture sur les protéines difficilement extractibles. Et enfin, la mouture influe également majoritairement sur les protéines non extractibles. Voilà, ça c'est en termes donc d'importance de chacun des effets que l'on a vus auparavant. Enfin, sur les protéines non protéolysées, on va retrouver une importance assez fondamentale de la variété. Ici, on a regardé finalement les deux variétés dont on vient de parler, Envergure et BD17, mais on va dire dans leur écosystème. Envergure qui est une variété donc recommandée industrielle, donc plus habituée à être moulue sur cylindre, avec une mise en forme type industriel et un séchage à haute température. BD17, quant à elle, son écosystème, c'est plus meule de pierre, type artisanal au niveau mise en forme et basse température. Si on regarde donc les valeurs qu'elles atteignent toujours pour les mêmes caractères, teneur en protéines, on voit que BD17 est supérieur à Envergure, ça aussi c'est connu. Au niveau des protéines extractibles, BD17 a significativement plus de protéines aisément extractibles qu'Envergure. Elle a moins de protéines difficilement extractibles, il n'y a pas de différence majeure là-dessus sur les protéines non extractibles. Et enfin, elle a des protéines, BD17 a des protéines qui sont plus facilement protéolysées. Conclusion, la teneur en protéines totale des pâtes, elle est essentiellement liée à la variété. Mais on peut difficilement conclure avec notre échantillon variétal à une différence claire entre des variétés qui seraient en moyenne recommandées par l'industrie et en moyenne utilisées par les paysans. Par contre, il y a réellement une diversité génétique sur ce critère. Il y a aussi une diversité génétique sur le critère quantité de protéines facilement extractibles. Ça dépend de la variété, mais ça dépend aussi du système de mouture. On va en avoir plus sur meule de pierre et ça dépend de la mise en forme. La quantité de protéines difficilement extractibles est majoritairement liée à la mouture. On a vu qu'il y en avait plus sur cylindre. Les protéines non extractibles sont plus nombreuses aussi avec mouture cylindre. Enfin, le taux de protéines non protéolysées est lié à la variété et dans une moindre mesure à la mouture et à la mise en forme. On vous remercie de votre attention. La parole est à vous parce que je pense que c'était quand même pas évident d'emmagasiner toutes ces données en si peu de temps. Donc, vous inquiétez pas, il nous reste du temps pour vous donner la parole et voir un peu si vous voulez qu'on revienne sur certaines diapositives qui n'auraient pas été très claires. Alors, nous avons une question de Julien Tos pour Grégory. Donc, pensez-vous que d'un point de vue psychologique, l'expérience du régime sans gluten pourrait ainsi contribuer à leur donner raison quant à leur hypothèse d'hypersensibilité, comme si au moins on mangeait de gluten, plus on y serait sensible? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ce que je comprends de cette question, c'est qu'il y a un effet de détachement effectivement du gluten. Et donc, à partir du moment où le gluten a été identifié comme étant quelque chose de mauvais pour leur propre santé, du coup, il y a une propension à se détourner de ces produits-là et à les charger négativement, les produits qui ont du gluten. Donc, effectivement,
moins on en mange, plus on y est sensible, dans le sens où ensuite, finalement, les gens qui en mangent, ils ont une tendance, effectivement, peut-être, à avoir une forte, comment dire, une forte acuité, une forte… en tout cas, ils cherchent à voir quels sont les effets du gluten sur eux s'ils en reconsomment. Disons qu'ils apprennent aussi à avoir un autre rapport à leur corps et à avoir une écoute de leur corps et essayer de comprendre quels sont les effets du gluten sur eux. Donc peut-être effectivement que le fait de traverser comme ça cette longue période avec des symptômes, puis d'arriver sur une période de retrait du gluten, peuvent les amener alors oui, on pourrait dire à devenir plus sensible au sens à développer une certaine capacité voilà, à ressentir des expériences corporelles, en tout cas à faire de leur corps un laboratoire un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe au moment où ils en consomment. C'est comme ça que je comprends la question, mais peut-être qu'on pourra continuer à en discuter. Ça aurait été peut-être plus facile d'avoir un échange de vive voix, mais peut-être qu'on pourra échanger par mail, peut-être pour poursuivre cette conversation, si jamais il y a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pourrais vous demander, Dominique et Marie-Françoise, de revenir un peu sur cette dernière diapo, sur que retenir. Donc, on a quand même un retour de Florian qui fait peut-être une réponse à Julien et qui dit que selon son expérience… ah là, ça m'a disparu. Attendez. Voilà, que selon son expérience, moins il mange de produits avec du gluten, plus il peut en remanger légèrement sans avoir l'effet négatif. Donc, il abaisse, en synthèse, il abaisse ainsi son taux d'intoxication. On a Delphine Wood aussi dans le chat qui nous dit que dans l'étude sociologique, les personnes interrogées sont-elles reconnues médicalement comme sensibles au gluten ou ce sont des personnes qui se déclarent elles-mêmes sensibles? Je peux répondre à ces deux questions. Alors, la première remarque, c'est la remarque d'une personne sensible qui parle justement de sa capacité à ressentir. C'est ça, hein, mais excuse-moi, moi, j'arrive pas à voir les… Oui, c'était ça. Ouais. Donc, voilà. vous pouvez remanger en petite quantité. Voilà, remanger en petite quantité, etc. Effectivement, c'est ce qu'on va montrer aussi dans la présentation de cet après-midi. Je ne suis pas du tout entré là-dedans, mais il y a on développe, ces personnes développent, certaines en tout cas, développent une capacité de sentir leur seuil de tolérance comme ça. Et donc, certains peuvent effectivement soit compenser, c'est-à-dire manger d'autres produits en amont, comme du riz, ou d'autres vont avoir des tendances à jeûner derrière un repas avec du gluten. Donc, et puis d'autres sentent comme ça, ils sentent à quel moment il faut qu'ils s'arrêtent, ils ont cette capacité comme ça. Donc, ils développent quand même un rapport à leur corps et à leurs symptômes qui fait qu'ils ont cette capacité à en consommer. Pour certains, en tout cas, voilà, il y a cette capacité dans l'étude qualitative. Sur la question sur est-ce qu'ils sont vraiment reconnus comme, on y viendra cet après-midi aussi plus tard, mais une réponse qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas ces deux catégories, c'est-à-dire que c'est pas soit je suis déclaré sensible ou bien je suis reconnu médicalement, puisqu'en fait, en réalité, dans toutes les personnes qui ont été reconnues médicalement, il faut mettre beaucoup de guillemets. Et pourquoi il faut mettre beaucoup de guillemets? Parce que soit ils ont été reconnus par des gens qui pratiquent une médecine alternative. Donc là, vous allez me dire, bon, bah, du coup, c'est pas médical, mais bon, voilà. Mais ceux qui ont été reconnus par une médecine conventionnelle, on va dire, pour beaucoup, ce sont des médecins généralistes qui vont leur dire, bon, bah, vous avez arrêté le gluten, maintenant ça va mieux, bah, continuez. Donc, disons que ce n'est pas une reconnaissance, ce n'est pas un diagnostic qui a été fait, c'est une constatation des bienfaits de l'arrêt des symptômes de l'arrêt des symptômes suite à l'arrêt du gluten. Et même quand les patients ont rencontré des gastro-entérologues, il y a très rarement disons, de gluten challenge, qui est le seul diagnostic qui est reconnu par la communauté internationale en termes de reconnaissance de la sensibilité au gluten non cœliaque. Du coup, comme il n'y a jamais eu de gluten challenge chez toutes les personnes qu'on a rencontrées, en fait, il n'y a jamais eu surtout la phase de réintroduction. Donc, les gens ont arrêté
ils ont plus de symptômes et du coup, ensuite, il n'y a pas de suite à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de phase de réintroduction pour voir si c'était bien le gluten qui les a fait arrêter d'avoir des symptômes. Et puis, parfois, les gens arrêtent en même temps le lait et le gluten. Ils arrêtent aussi parfois d'autres produits. Donc, on ne peut pas vraiment savoir s'ils sont vraiment sensibles au gluten. C'est pour ça que moi, j'utilise l'expression à chaque fois de se déclarant sensible au gluten, parce qu'en réalité, aucun des personnes qu'on a rencontrées, dans le questionnaire c'est pareil, n'ont vraiment suivi un gluten challenge tel qu'il est défini dans la littérature internationale. Ok, merci Grégory. Là, on va prendre quelques questions par rapport aux analyses biochimiques. Il y a encore quelques questions sur les études sociologiques. Si jamais on a le temps, on les prendra. Sinon, on vous demande peut-être de profiter du webinaire qu'il y aura à 17h30, où là, il y a vraiment un temps qui sera bien plus long consacré à ces enquêtes-là. Donc, on pourra là revenir en détail. Paul Courquetin et viendra en plus pour accompagner Grégory. Mais si on a le temps, on les reprendra. Sinon, on vous ramènera au webinaire de ce soir qui sera aussi en replay. Il y a deux questions qui reviennent pour vous, Dominique et Marie-Françoise, qui est par rapport, si on remarque une différence par rapport au mode de production, si c'est en conventionnel ou en agriculture biologique. Est-ce que les pesticides auraient un impact sur la digestibilité des protéines? Alors nous, on a mis en place des essais en agriculture biologique, mais en fait, en agriculture biologique, c'est du zéro intrant et en très faible intrant. Mais la différenciation entre les deux systèmes de culture n'était pas suffisamment convaincante pour qu'on présente les travaux ici. Donc, on n'en a pas parlé. Beaucoup de choses se disent dans la littérature à ce sujet-là. Ce n'est pas encore complètement stabilisé non plus. Voilà, mais en fait, disons que si nous, on en reste à nos travaux, on n'a pas mis de différence majeure entre nos deux systèmes de culture, parce que nos deux systèmes de culture étaient très, très proches, du zéro intrant et du faible intrant. Ça joue un peu sur la teneur en protéines, mais voilà, on n'a pas. Mais bon, voilà, on n'en parle pas parce que il faudrait, enfin, c'est un peu dans l'idée d'aller plus loin sur cette étude-là, c'est-à-dire essayer d'avoir deux systèmes de culture suffisamment contrastés pour essayer de voir si on observe quelque chose sur la solubilisation des protéines. Alors, il y a d'autres questions. Donc, il y a une question, par exemple, quel est le lien des différents types de protéines, donc soit les facilement extractibles, difficilement extractibles, et les différentes sensibilités au gluten, maladie cœliaque, allergie, sensibilité non cœliaque? C'est une question qui est compliquée dans notre dispositif. On ne peut pas faire de lien entre, on peut pas faire de réel lien entre les maladies et les différents extraits protéines facilement extractibles, difficilement extractibles. Il faudrait aller voir exactement dans ces poules de protéines extraites qui est-ce qu'il y a exactement. Et ça, on a une vision de loin. Il faudrait être beaucoup plus précis. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'hypothèse que l'on a, c'est que plus on a de protéines aisément extractibles, donc c'est-à-dire des protéines qui seraient peu polymérisées, plus la digestion de ce type de protéines est aussi aisée. Voilà, mais c'est une hypothèse et que l'on a d'un côté pas trop mal confirmé avec le test de digestibilité in vitro, mais il peut y avoir des cas où c'est pas aussi clair que ça. Ok, merci. Il y a une autre question qui rejoint peut-être celle que j'ai vous posée avant de me rendre compte qu'il y avait des questions. Comment le poids de la génétique donc des variétés, sur la digestibilité des protéines, donc dans le cas de la protéolyse, comment l'expliquer alors que la génétique semble… Je vous finis la question. Donc, comment expliquer le poids de la génétique sur la digestibilité des protéines alors que la génétique semble peser faiblement dans la distribution des classes protéiques entre facilement, difficilement et non extractibles? En fait, on a un biais, je pense, là-dessus, qui est que
on a une forte corrélation entre teneur en protéines totales et les pourcentages de protéines non protéolysées. On a une corrélation inverse. Voilà. On a la protéolyse est plus facile dès lors qu'on a beaucoup de protéines. Alors, est-ce que quand on a peu de protéines, une classe en particulier est favorisée, comme les albumine-globulines qui contiennent beaucoup d'inhibiteurs d'enzymes, ou est-ce que c'est réellement un biais de manip? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Une autre question, donc sur le dernier tableau qui résume le taux de protéines, la variété préconisée par l'industrie, le taux de protéines total est plus faible que celle utilisée par les artisans. Donc, ok, c'est lié à la technique de mouture, mais la question est, l'industrie ne corrigerait-elle pas cette différence par des incorporations de protéines sélectionnées? Et si oui, quelle est la digestibilité de ces protéines? Dans l'industrie pastière, il n'y a pas d'incorporation de protéines, hein. Pas comme en panification où on peut rajouter du gluten. La fabrication de pâtes, c'est uniquement ce moule de blé dur. Il n'y a pas du tout de rajout, tout à fait. Il n'y a pas de rajout. De gluten, comme on peut en trouver dans la farine pour les boulangers. Il n'y en a pas du tout là au niveau des industriels pastiers. Ok, donc on a une question là qui, Monsieur Pichereau, qui en même temps en profite pour féliciter pour la présentation. Est-ce que l'étude prend en compte la méthode culturale? Donc ça, je pense que vous avez répondu voilà, par donc rapport non, au bio et au conventionnel. Là, on est resté sur la culture bio et on n'a pas fait de comparaison de système de culture sur les résultats présentés. Ok, et ensuite, blé dur sélectionné par l'industrie, inscrit au catalogue versus blé dur paysan. Donc ça effectivement, ça le prend en compte. Donc est-ce que l'étude prend en compte la méthode culturelle? Et il y a un complément qui est… voilà. Attends, j'ai pas compris si c'était une question, mais oui, là on montre C'était bien… le complément de la première question. Bon. Là, comme on les a pas sous les yeux, les questions, c'est compliqué, mais là, on a bien présenté des comparaisons de variétés qui sont recommandées par l'industrie et de variétés plutôt utilisées par les artisans. Alors, on a fait une étude comparable sur le pain qui sera présentée au webinaire de tout à l'heure pour le grand public, mais de manière beaucoup plus approfondie pour les professionnels de la filière blé tendre et les meuniers et les boulangers. Ça va être présenté donc lundi prochain. Sur cette partie blé tendre, il y a beaucoup plus de variétés, une diversité de variétés utilisées par les artisans que dans la filière pâte et blé dur. On se rend compte que les artisans, en fait, et les paysans et les artisans sur la filière blé dur pâte utilisent essentiellement ces deux variétés que l'on a testées. BD17, qui est une variété relativement ancienne, hein, qui arrive donc des pays du Maghreb et qui est arrivée en France, très utilisée en France dans les années entre les années 40-50, et une variété l'A1823, qui n'est pas du tout ancienne, qui est quand même qui est issue donc d'un programme de sélection participative qui a été mené dans les années 2000-2005 avec les agriculteurs du sud de la France. Cette variété, la 1823, a comme géniteur des variétés anciennes, type BD17. Donc effectivement, dans les géniteurs, il y a des variétés anciennes, mais c'est une variété qui a été quand même améliorée et que l'on a tenté d'inscrire dans les années 2008, bon, mais qui n'est pas inscrite au catalogue. Donc cette variété, on ne va pas dire qu'elle est ancienne du tout, mais elle est utilisée par les artisans. Voilà. Donc on avait, dans cet échantillon-là, c'est pour ça qu'on a finalement un échantillon faible de variétés utilisées par les artisans, on en a principalement 2, alors qu'on avait une gamme un peu plus importante pour les variétés recommandées par l'industrie.
ce qui peut aussi Ok. entraîner quelques biais au niveau statistique. Enfin, on a essayé bien sûr de corriger ça. Ensuite, quand on a utilisé plus que 2 variétés industrielles et 2 variétés artisanales, comme vous l'avez vu, et à la fin du diaporama, c'était une envergure et une BD17. Alors, il y a quelques petites précisions. Donc, par rapport à la BD17, il y a Philippe Roussel qui complète. La variété BD17 était une variété utilisée en semoulerie et pastification industrielle dans les années 70-80. On peut donc penser que les écarts donnés en conclusion entre les 2 variétés sur les protéines extractibles et non protéolysées devraient être moins importants pour des procédés industriels identiques. Alors, voilà une remarque. Alors là, effectivement, on a extrémisé, on a maximisé les différences puisqu'on a mis les 2 variétés dans leur écosystème actuel. Donc, on a un peu maximisé les choses. Par contre, tout ce qu'on a présenté là sur les 2 variétés, elles sont strictement dans les mêmes conditions, les deux. Hein. Les 2 variétés, que ce soit BD17 et envergure, là, donc envergure pour les premières, ce qui apparaît en premier, et BD17 pour ce qui apparaît en second sur les diapos, sont strictement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que là, elles sont toutes les 2 mises à très haute température comparées à toutes les 2 mises à très basse température. Elles suivent exactement les mêmes systèmes et on fait juste des comparaisons sur une étape donnée, voilà, à comparer. Là, c'est le séchage. On regarde l'effet séchage sur ces 2 variétés-là. Donc là, elles sont vraiment dans les mêmes conditions. Et on voit qu'elles réagissent, hein, globalement, il n'y en a jamais une qui est d'un côté de l'axe, qui serait vers le haut, et l'autre qui serait vers le bas. Globalement, elles vont toutes les 2 toujours dans la même direction. Là, elles sont toutes les 2 plus importantes en bas, c'est-à-dire en basse température. Elles sont là toutes les 2 plus importantes à très haute température. Voilà. La seule différence, c'est peut-être ici, mais de toute manière, les différences ne sont pas significatives. Donc, c'est comme si on était à 0. Et vous voyez que partout, dans tous les graphiques, les 2 variétés vont toujours dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'interaction là entre la variété et les modalités de pastification. On a une personne qui nous témoigne que, étant atteint du syndrome du côlon irritable, il a tenté une nouvelle expérience, les antidépresseurs à faible dose, et ça marche. Les médecins anglais et canadiens les prescrivent aujourd'hui. Donc là, il y a des nouvelles pistes par rapport à ça. Et on a une autre question qui est quelles seraient pour nous les voies de travail pour mieux appréhender ces problématiques de sensibilité et d'allergie alimentaire. Cela semble très mal connu au final. Donc, bon, après, je ne serai peut-être pas la mieux placée pour en parler. Peut-être que Grégory, tu pourras compléter. Voilà, on a quand même toutefois amorcé dans le cadre de ce projet quelques relations avec des équipes de médecins et épidémiologistes. Mais c'est une amorce qui, voilà, qui pour l'instant, on espère, émergera sur des nouveaux projets. Juste, Christelle, en complément, donc, on a Corinne Bouclou qui nous dit que tant qu'on ne disposera pas d'un outil diagnostique, on ne pourra pas avec certitude confirmer l'hypersensibilité. Enfin, si je traduis bien ce que veut dire SJNC. Mais Grégory, peut-être. Oui, non, mais c'est ça, effectivement, il n'y a pas d'outil diagnostique à part le Gluten Challenge, qui est donc en fait une procédure où on retire le gluten de l'alimentation pendant quelques semaines, et puis ensuite on observe du coup les effets de cette éviction, et puis ensuite on réintroduit en double aveugle, hein, donc c'est-à-dire qu'on réintroduit un produit où le patient ne sait pas si c'est du gluten ou c'en est pas, donc sous forme de gélules par exemple ou de barres, voilà. Et du coup, le patient vérifie quels sont les éventuels symptômes, et puis une autre fois, il aura une autre gélule où pareil, il ne saura pas si c'est du gluten ou non, et puis il vérifie comme ça s'il y a des symptômes ou pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il existe cet outil diagnostique, mais qui est finalement
assez limité et comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas, donc il n'y a pas de marqueur, on n'a pas trouvé de marqueur biochimique quoi, de la sensibilité au gluten. Donc en fait, on a juste cette forme de diagnostic par l'éviction puis la réintroduction, mais qui n'est pas, c'est pas une procédure qui est utilisée par les médecins en France, quoi. Je veux dire, peut-être que c'est fait dans le cadre hospitalier, peut-être que c'est fait par certains gastro-entérologues, mais en tout cas, nous, les personnes que l'on a rencontrées, ou bien qui nous ont répondu au questionnaire, n'ont jamais eu un gluten challenge fait par un médecin tel qu'il est décrit par la communauté médicale. Alors, quelles sont les voies pour accompagner ça? Effectivement, je pense que c'est important de mener des travaux de recherche pour continuer à avancer à la fois sur les dimensions médicales, effectivement, mais aussi, je pense, prendre en compte et montrer qu'il y a une population qui est quand même en souffrance, parce que c'est quand même ce qui a révélé aussi notre étude, c'est que c'est une histoire de symptômes et c'est une histoire de symptômes qui durent dans le temps. C'est aussi des rencontres avec des médecins qui ne se passent pas forcément toujours très bien. C'est aussi une réception par les amis, par la famille, qui peuvent être aussi des incompréhensions. Ce que je veux dire, c'est que c'est des trajectoires aussi où les gens souffrent et donc il faut aussi savoir prendre en compte cette souffrance-là parce que voilà, derrière, c'est des histoires de vie qui se dessinent. Ok, merci. On a quelques précisions. Juste, Christophe Joubert m'informe qu'il a activé le micro de Catherine Ravel. Oui. Donc, si Catherine souhaite parler, voilà, c'est bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Oui, j'ai vu apparaître les micros, là, ça y est. Donc, Super. par rapport à… Nous avons mené, comme tu l'as dit, Dominique, une étude, on va dire, complémentaire, beaucoup plus tournée vers la variété que vers les procédés de transformation. Nous l'avons menée sur le blé tendre et sur le blé dur, dans le cadre d'un projet FSOV, donc financé par le Fonds de soutien à l'obtention végétale. Pour les blés durs, ils ont été transformés en spaghettis par Marie-Françoise, donc selon le procédé labo dont on a parlé. Pour le blé tendre, ils ont été transformés en pain selon le procédé BIPA. Spaghettis et pain ont été digérés avec un digesteur in vitro et on a mesuré la protéolyse au bout de 2 heures de digestion. Alors, pour le blé dur, nous avions 2 lieux de culture, Montpellier, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand a été géré en bio, Montpellier a été géré en conventionnel. J'ai considéré dans l'analyse que finalement, on allait parler de 2 environnements différents. Et on voit au niveau de l'étude que la digestibilité des pâtes est plus importante pour celles qui ont été faites avec les blés cultivés en traditionnel à Clermont-Ferrand. Comme vous, on observe aussi une variabilité de la digestibilité des protéines à 2 heures en fonction du matériel génétique, ce chez le blé dur et chez le blé tendre. Et est-ce que tu fais aussi le lien avec la teneur en protéines totale? Oui, c'est ce que j'ai mis dans mon message. On a les mêmes… Je ne vois pas les messages là, d'accord. Ah, pardon, excuse-moi, Dominique. Oui, Oui, j'ai mis que par rapport aux corrélations dont vous parliez, on a les mêmes. D'accord. Alors, c'est intéressant là, ce que tu apportes. Avec le bémol près, comme tu as bien dit, hein, c'est que Montpellier, tu as quand même à la fois le lieu qui change, oui. Montpellier-Clermont-Ferrand, et le système de culture. Donc, on ne peut pas dire que c'est lié au système de culture, mais c'est lié, comme tu dis, à l'environnement. Donc, il y a tout le contexte pédoclimatique, plus système de culture, voilà, à prendre en compte. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça rejoint assez bien. Je vais peut-être extrapoler un petit peu, mais souvent en bio, on a quand même des teneurs en protéines un peu plus faibles qu'en traditionnel. Oui, tout à fait. Et si l'index de digestibilité, si la digestibilité, la protéolyse est liée à la teneur en protéines, on risque bien d'observer une meilleure protéolyse en conventionnel. À vérifier, c'est quelque chose que… Oui. Quelque part, c'est troublant. C'est pas hyper intuitif, c'est ce fait que plus il y a de protéines, plus on va les digérer. Mais c'est voilà, et c'est vrai que nous, ça nous a posé question quand on a vu ça. En retour, on en a discuté avec toi et tu confirmes bien. Donc ouais, il y a quelque chose à creuser là.
les résultats dans lesquels vous collaborez avec Marie-Françoise, on va dans le même sens. C'est rassurant quelque part. Hein. Oui. Bon, merci Catherine hein, pour ce témoignage. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Oui, merci beaucoup pour ces présentations, c'est très intéressant. Et c'est bien de voir qu'enfin en France, on se bouge sur ces problèmes de gluten. Corinne, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi en 2 mots, s'il vous plaît? Me présenter, alors je suis médecin gastro-entérologue, nutritionniste, MCUPH au CHU de Clermont-Ferrand. Je m'intéresse particulièrement aux pathologies qui tournent autour du gluten. D'abord, j'ai commencé avec la maladie cœliaque et je suis notamment un des membres du comité médical de l'AFDIAG. J'ai été amenée tout naturellement à avoir dans ma patientèle en fait, des patients qui se plaignaient de ne pas tolérer les produits à base de gluten sans avoir pu identifier de maladie cœliaque chez eux. Et du coup, cette pathologie dont on a entendu parler à partir des années 2010, surtout, m'a beaucoup intéressée. Et donc, nous avons actuellement une étude en cours avec Catherine Ravel et puis un grand nombre plusieurs labos liés notamment à l'INRA de Clermont. Alors, je remercie surtout Catherine qui mène d'une main de fer cet ANR qu'on a réussi à obtenir. Et voilà, donc moi, je suis responsable de l'étude clinique qui est un des packages de cet ANR. Étude clinique qu'on a eu un peu de mal à lancer, qui est en cours et que j'espère on va pouvoir mener à bien, sachant que ce n'est pas simple de faire. Alors, c'est pour ça qu'on ne l'a pas en pratique courante, parce qu'un challenge gluten sans gluten, faire manger à des patients en aveugle des produits sans gluten ou des produits avec gluten, ce n'est pas tout simple. Super. Merci en tout cas pour ces témoignages et c'est sûr voilà, ce sera des études qui seront complémentaires. Je voulais juste préciser que quand on aura identifié un groupe de patients, ensuite, on va leur faire manger des pains que Catherine va faire élaborer. Différents pains avec différentes techniques, différentes variétés et différentes techniques de fabrication. Oui, puisque ce projet est un peu plus large que celui dont je vous ai parlé, il y aura donc plusieurs variétés, plusieurs modes de panification. On aura les résultats in vitro de la digestion de ces pains-là. Et ensuite, ceux qui in vitro vont paraître le plus digestes et éventuellement le moins digestes, Corinne pourra les faire déguster à ses patients et on regardera leurs symptômes. Super. Merci en tout cas beaucoup pour ces perspectives. Je vais laisser le mot de la fin à Dominique pour que nous puissions clôturer dans les temps et puis se donner rendez-vous, soit la possibilité de le revoir en replay, cette présentation, soit à 17h30 pour le webinaire grand public. Dominique? Voilà, tout à fait, oui. C'était donc pour vous informer tout à l'heure, ceux qui sont intéressés. Vous avez juste eu un teaser là, de la part de Grégory sur la partie socio. Et la partie socio va être beaucoup plus développée à 17h30 et en début de séminaire. Là. Et ceux qui sont intéressés également par le webinaire du 14 février, donc qui aura lieu à 17h30, plus sur la filière blé tendre, comme je l'indiquais, avec donc une plus large gamme de variétés et des résultats également très intéressants sur les différentes manières de fabriquer du pain et l'impact que cela peut avoir sur la qualité des protéines. Bon. Vous avez vu aujourd'hui que déjà on ne vous a présenté que les résultats sur les pâtes cuites. Lundi, on ne va présenter que les résultats sur le pain. Or, nous avons accumulé énormément d'analyses et de résultats également sur les farines, les semoules, les pâtes sèches, les pâtes à pain. Tout cela, on ne
on va le présenter petit à petit dans de futurs webinaires. On a également prévu de faire des petites capsules vidéo assez courtes que l'on mettra régulièrement sur Internet. On vous préviendra bien sûr de tout cela. Un grand merci à tous puisque vous avez pu, en vous connectant, nous donner, en fait, vous avez demandé votre adresse email. Donc, si vous êtes d'accord, on va conserver vos adresses email pour vous faire parvenir les informations sur les futurs webinaires qu'on organisera, qui vont venir dans les 3, 4, 6 prochains mois, là, assez rapidement. Et dès qu'on met également un petit film vidéo en ligne, on vous tiendra au courant. Voilà, et puis pour vous dire que de toute manière, ce projet vient de se terminer, hein, donc c'est un projet financé, donc il y a un temps limite. Il s'est terminé en fin décembre 2021. Il se poursuit aussi avec un autre projet dont Yuna Shifolo a la coordination, qui est un projet autour des céréales locales en Occitanie, donc un projet Activablé, et nous entamons un projet européen, là toujours sous la coordination de Yuna Shifolo, qui s'appelle Divine Food. Donc si cela vous intéresse, nous vous tiendrons au courant. Vous n'avez qu'à juste nous envoyer un petit message, soit à Christelle Moinet, soit à moi-même, et on vous enverra toutes les infos sur ces projets qui pour certains continuent et d'autres vont démarrer. Le projet européen va démarrer. Des collègues aussi archéologues m'ont signalé qu'ils allaient organiser des webinaires qui peuvent intéresser certains d'entre vous, notamment si vous êtes agriculteur, autour du stockage des grains. Ils ont fait des études très intéressantes sur la manière de stocker des grains autrefois, hein, puisqu'on est dans l'archéologie, mais qui peuvent être assez pertinentes pour des stockages aujourd'hui à la ferme. Donc là aussi, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter et nous vous enverrons les informations sur ces webinaires. Un grand merci à tous, et pour ceux qui peuvent, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30, au moins pour la première partie introductive, et puis ceux qui veulent en savoir, mais ce sera beaucoup plus simple, parce que tout à l'heure c'est pour le grand public, donc la partie pain et pâtes va être mélangée, mais on aura vraiment que les messages les plus importants que l'on fera passer au grand public. Marie-Françoise, un petit mot de clôture? Tu réactives ta caméra pour dire au revoir à tout le monde. Bon, mais dans tous les cas, un grand merci à Marie-Françoise, parce que c'est quand même un grand merci à toi, parce que c'est quand même Marie-Françoise qui a assuré l'énorme quantité d'analyses biochimiques dont vous avez vu juste un petit extrait. Je pense que là, on a dû présenter moins de 10% des analyses biochimiques que l'on a acquises dans le cadre de ce projet. Donc, plein d'autres webinaires. Je vous invite aussi fortement donc, à participer à celui de lundi sur le pain. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.